Les amis, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de pistage de données personnelles et de ciblage publicitaire. Mais avant de commencer, je vais juste allumer ma petite lumière de hacker. Voilà. Et je vous propose d'observer dans la description de la vidéo le lien que je vous donne d'une page sur mon site que j'ai appelé Ce que l'on sait sur vous et que j'affiche sur l'écran en même temps. Alors rassurez-vous, il n'y a aucune donnée personnelle qui n'est traitée, qui n'est récupérée, qui n'est sauvegardée ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une page de démonstration pour vous montrer ce qu'il est possible, en petite partie d'ailleurs, sur Internet, de façon totalement transparente en fait pour l'utilisateur. Et je vais justement profiter de cette page pour vous expliquer un petit peu comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ou non avec vos données personnelles. On va commencer par un point fondamental et plutôt central par rapport à tout ça, c'est l'adresse IP. IPv6 ou IPv4, ici ça importe peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel site web, donc n'importe quel administrateur de n'importe quel site, peut récupérer l'adresse IP de ses visiteurs. Alors là, on va se dire naturellement, mais comment ça se fait tout cela? Moi, je n'ai pas donné mon autorisation, et puis pourquoi est-ce qu'on peut lire mon adresse IP aussi facilement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adresse IP, c'est un des fondements de la communication réseau. Elle est nécessaire pour toutes vos communications sur Internet et donc forcément pour le web également, ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment l'enlever parce que sinon vous ne communiquerez pas. C'est un petit peu comme si vous souhaitez envoyer une lettre à une personne, vous devez connaître son adresse pour envoyer le courrier à la poste, sinon elle ne recevra jamais le courrier en question. Et donc c'est comme dire oui mais moi j'aimerais bien ne pas avoir d'adresse à ma maison, vous êtes un petit peu obligé, du moins tant qu'on n'a pas inventé d'autres choses pour communiquer. Donc voilà, l'adresse IP c'est vraiment le fondement, c'est obligatoire pour communiquer. Et d'ailleurs elle est très facile à récupérer par n'importe quel site, c'est un tout petit bout de code PHP par exemple qui permet directement de la récupérer parce que là encore c'est le point de connexion vers les visiteurs. Donc voilà, je referme la parenthèse par rapport à ça. Par contre, s'il y a bien un cadre juridique qui s'applique avec l'adresse IP, c'est le traitement qui en est ensuite fait. Par exemple, si un administrateur récupère votre adresse IP et puis il regarde les pages que vous visitez, il regarde ce que vous écrivez éventuellement à vos contacts ou peu importe, il compile tout ça et puis il le vend à une autre société qui va se charger de vous envoyer des publicités, sans votre accord explicite, et bien là, oui, c'est illégal, parce que là, c'est plus un fondamental de la communication, c'est plutôt un traitement qui a été fait de façon arbitraire, subjective, par une personne, et donc là, forcément, oui, il y a un cadre légal. Maintenant, il y a plusieurs points qui découlent de cette adresse IP. En tant que telle, c'est juste une série de nombres séparés par des points ou des deux points, mais cette adresse IP permet par exemple de savoir votre fournisseur d'accès Internet. Pourquoi? Parce que c'est simplement lui qui vous a fourni l'adresse IP pour communiquer. En fait, les fournisseurs d'accès achètent des plages d'adresse IP et les distribuent simplement à leurs abonnés de façon arbitraire ou de façon automatique, peu importe, ça change rien. Mais du coup, c'est pareil, si on a votre adresse IP, on peut savoir que vous avez tel ou tel fournisseur d'accès. Ensuite, là, il y a le gros point par rapport à l'adresse IP, c'est tout ce qui est géolocalisation. Il y a beaucoup de choses qui sont encore un petit peu mal comprises. On pense notamment que si jamais notre adresse IP est récupérée par quelqu'un, il va systématiquement pouvoir trouver l'adresse exacte de notre maison, entrer chez nous, etc. Je vous rassure, c'est faux. La géolocalisation est estimée, c'est-à-dire qu'on pourra au mieux récupérer la ville où vous habitez sans l'adresse complète, sans le numéro précis de votre chambre, de votre appartement ou peu importe. En fait, la géolocalisation fonctionne de la manière suivante. C'est comme si vous habitiez à Paris et que vous souhaitez communiquer avec une personne, avec un site, disons, qui est à Strasbourg. Les deux entités doivent donc communiquer et s'envoyer des données, physiquement parlant, sur la carte en fait. Et donc la machine de Paris va communiquer, va envoyer les données jusqu'à Strasbourg, Strasbourg va renvoyer les données jusqu'à Paris. Et donc, pour envoyer ces données, vous voyez, je fais un mouvement comme ça, un peu bizarre d'ailleurs, je fais ce mouvement-là pour montrer qu'il y a une communication physique entre les deux équipements et ils ne vont pas passer par exemple par New York pour revenir à Strasbourg. C'est assez direct. Et ce cheminement passe tout simplement par des routeurs dont le rôle est justement d'acheminer les paquets, donc les données, correctement sur le réseau de façon optimisée, rapide, etc. Et c'est là où j'en arrive à la géolocalisation. Chacun de ces routeurs peut communiquer sa localisation physique. Notamment d'ailleurs c'est parfois dans les noms d'hôtes, donc dans les noms des routeurs si vous voulez. Par exemple vous avez un routeur à Paris qui s'appelle Paris 10, un routeur Paris 8, un routeur Strasbourg 10, peu importe. Et donc ce qu'on fait pour géolocaliser une adresse IP, c'est qu'on va sauter de routeur en routeur
et à chaque fois s'arrêter pour récupérer la localisation du routeur. Donc si le site est à Strasbourg, vous êtes à Paris, il va commencer, il va voir, ah, on est arrivé à Nancy, mais on n'est pas encore chez l'internaute, donc on continue, on fait 2 sauts, ah, on est à Reims, bon, toujours pas, on fait 3 sauts, ah, on est à Paris, on fait 4 sauts, ah, ben tiens, on est chez l'internaute, donc visiblement, le dernier saut, c'était Paris, donc il est a priori proche de Paris, et comme la plupart des grandes villes ont des routeurs dans leur ville, justement, ça fait qu'on peut localiser au mieux votre ville. Bien, tout ça c'était donc par rapport à l'adresse IP de façon technique, on en reviendra sans doute encore un peu plus tard. On va donc parler des données qui sont hors adresse IP, mais qui sont aussi récupérables par les sites que vous visitez, et notamment ces données concernent votre navigateur qui va à votre insu envoyer des données. À la base, c'est pas du tout pour faire fuiter vos données personnelles, mais c'est principalement à des buts ergonomiques pour vous faciliter votre navigation web. Par exemple, la résolution d'écran. N'importe quel site peut savoir quelle est la résolution du visiteur, de l'internaute visiteur, tout simplement parce que si vous avez un ordinateur, un écran de bureau, eh bien le site devra s'afficher en grand, éventuellement avec des gros boutons, alors que si vous êtes sur un smartphone, eh bien on va faire un petit menu mobile, etc. On va peut-être optimiser la taille des images. Donc c'est vraiment pratique pour l'ergonomie, comme je le disais, et c'est pour cela qu'on peut récupérer cette résolution. D'autres informations que l'on peut récupérer, c'est par exemple le système d'exploitation sous-jacent, la version du navigateur, là encore si c'est mobile ou non, la langue du navigateur. Ça également c'est tout à fait par rapport au point de vue ergonomique. Si vous vous connectez à Facebook, vous avez sans doute déjà vu, vous avez la page qui s'affiche en français. Par magie, ben non, c'est parce que vous avez votre navigateur en français. Si vous le mettez en espagnol, vous aurez bizarrement Facebook en espagnol. Donc vous voyez que c'est pratique par rapport à ça. La date et l'heure également, et puis enfin on a le user agent, l'agent utilisateur, qui est, si vous voulez, une façon un petit peu standardisée de résumer tout ça, d'afficher les informations sur le navigateur, sur le système, par exemple ici 64 bits, etc. Bref, c'est pas important. Je passe ensuite à un autre point, de quel lien vous venez. Un site A ayant un lien vers un site B permet au site B de voir que vous venez du site A. Ça, c'est ce qu'on appelle le référent. C'est encore une fois un standard du web qui permet, alors c'est sans doute aussi à des buts ergonomiques ou pour faire un peu plus souple dans votre navigation, par exemple, pour pouvoir vous afficher un message de bienvenue si vous venez de Google en tant que nouveau visiteur, ou alors un message de, je sais pas, de bienvenue, bon retour parmi nous si vous étiez déjà sur un autre site donné qui est lié, bref. C'est donc ici que vous pouvez voir le lien en question. Ensuite, avez-vous utilisé un proxy? Les proxys ne servent pas, ou pas trop en tout cas, à anonymiser la connexion. Un proxy, c'est comme dire à votre ami, est-ce que tu peux visiter ce site pour moi? Sauf que votre ami dit au site qu'il vient de votre part. Pas tous, bien sûr, il y a des proxys qui sont dits anonymes, etc. Mais le but du proxy à la base, c'est surtout ça, c'est servir d'intermédiaire et il communique également, comme je le disais, les adresses IP des correspondants, ou du moins du correspondant initial. Ensuite, là, on arrive à un point assez important, et je vais un petit peu plus m'attarder dessus. Quel site vous avez visité parmi cette liste? Si votre navigateur ne prend pas en charge cela, c'est que soit il est sécurisé, soit il y a une mise à jour, soit vous êtes en mode de navigation privée, mais je vais en reparler tout de suite après. Dans tous les cas, normalement, vous devriez voir quelque chose comme ceci, avec en rouge la liste des sites que vous avez visités. Si vous cliquez dessus et vous actualisez la page, vous verrez normalement les sites devenir rouges également. Et comment est-ce que c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que vous avez sans doute déjà dû le voir quand vous êtes sur Google, vous allez dans les résultats de recherche, les liens sont en bleu, et lorsque vous cliquez dessus, ils deviennent violets. Eh bien, c'est votre navigateur, tout simplement, via CSS, donc via l'affichage graphique du site, qui va tout simplement noter que vous avez visité ce lien. Encore une fois supposé pour vous aider, pour vous montrer que vous avez déjà visité ça, donc vous n'avez peut-être plus besoin si jamais vous n'avez pas trouvé votre réponse. Et bien là, on peut resimuler, réutiliser en fin de compte cette information pour noter et éventuellement transmettre ensuite à distance les sites visités par l'internaute. Donc un gros souci là par contre de données personnelles, parce que évidemment les sites que l'on visite, surtout si on arrive à faire une liste assez conséquente, peuvent nous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur l'internaute. Et du coup, il y a eu, alors ici j'ai un papier de recherche qui était du Workshop on Offensive Technologies, une conférence je crois qui était faite en 2018.
Et donc des chercheurs ici ont montré cette attaque en expliquant d'ailleurs qu'elle date déjà de 2002, je sais plus. Et donc c'est pas du tout nouveau, mais pourtant ça fonctionne encore potentiellement. Et vous voyez ici un exemple de code source, qui est d'ailleurs celui que j'utilise ici, où on a le code CSS en question. Donc on a l'élément HTML A qui veut dire le lien, on dit l'élément A, donc les éléments A plutôt, on les met de couleur bleue. C'est la fameuse couleur bleue dont je parle. Et là on peut dire si notre lien est visité, donc s'il a été cliqué, ou même d'ailleurs sans être cliqué, parce qu'on n'est pas obligé de cliquer pour visiter, eh bien on change la couleur, on met ici purple. Moi je fais pareil, je mets tout simplement rouge. Ces chercheurs vous expliquent donc comment ça fonctionnait de façon basique, et ils disent qu'il y a également maintenant beaucoup d'autres façons de faire, parce que les derniers navigateurs sécurisés, soucieux de la vie privée, etc., ont depuis assez longtemps balayé cette possibilité, mais il est également possible de faire, alors d'abord ils citent les attaques par cache, c'est-à-dire que votre navigateur met également en cache les sites visités pendant une courte période de temps par exemple, et on peut ainsi tenter de calculer, on peut tenter d'essayer de visiter un site à votre insu et de regarder le temps, le délai qu'il y a pour l'afficher. S'il y a un délai très court, on peut estimer qu'il vient du cache et que donc vous l'avez visité, alors que s'il y a un délai long pour le visiter, eh bien on pense qu'il n'est pas dans le cache et donc que vous ne l'avez pas visité. Ça c'était juste pour une parenthèse. Ils reviennent ensuite sur cette fameuse idée du lien visité via CSS, et ils utilisent cette fois-ci l'API CSS Paint, où ils vous montrent un autre exemple ici. Alors je vais vous l'expliquer rapidement d'après ce que j'ai compris de leur texte. Vous avez un lien HTML classique par exemple ici qui s'appelle Dummy, c'est censé être un site que personne n'a visité. Et sur ce lien, on lui applique un style CSS, on lui dit mets-lui une image d'arrière-plan qui est une fonction personnalisée d'arrière-plan. Par exemple, ça va mettre, je sais pas, un damier en arrière-plan, ou peu importe, ça change rien. Mais ce qui est important ici, c'est de pouvoir récupérer ce site dans une fonction. Ici, c'est la fonction paint. Et ensuite, on vous dit que lorsque l'internaute visite ce site, le site contenant ce lien non visité, on change ensuite à la volée ce site. Par exemple, ici, il met le site de rencontre Ashley Madison à la place. Il le met là. Et cette opération aura pour effet de automatiquement resélectionner, changer le sélecteur CSS qu'on avait vu avec le visited. Et donc si jamais le site n'était pas visité, eh bien ça ne changera rien, il restera par exemple bleu. Par contre, s'il était visité, il voudrait se mettre en violet ou peu importe. Et en voulant faire ceci, eh bien, on arrive dans notre fonction paint qui va devoir être réappelée parce qu'elle va dire « Attendez, il y a eu aussi une modification de CSS, donc il y a eu un site visité, donc il faudrait repeindre, refaire l'affichage tout simplement via cette fonction paint et donc aller rappeler ce qui permet de détecter le fait que le site ait été visité. » Donc ils expliquent après qu'il y a plusieurs façons de faire avec ça, etc. Que ça marche aussi avec des transformations 3D, CSS, etc. Il y a tout un article donc, qui en parle. Et à la fin, alors je crois que c'est tout en bas, il vous montre que, voilà, c'est ici, donc il y a plusieurs techniques présentées. Et vous voyez les navigateurs, avec également des navigateurs comme Brave, qui sont supposés être des navigateurs spécial respect de la vie privée. Eh bien la technique fonctionne sur tous ces navigateurs, avec la technique 3D d'ailleurs qui fonctionne sur tous les navigateurs. Hormis Tor Browser qui est quand même, on va dire, sécurisé par rapport à ce niveau-là. Comme quoi, vous voyez que les attaques, souvent on se dit comment est-ce que c'est possible que les personnes arrivent à nous pister, arrivent à faire ceci ou cela. Eh bien, c'est par des concepts comme ça, compliqués techniquement parlant, mais tout à fait faisables et stables dans le temps, faisables par n'importe quel webmaster malveillant. Et donc, c'est comme ça qu'on pourrait éventuellement observer et connaître les sites que vous visitez pour éventuellement vous cibler avec des publicités ou toutes sortes d'autres menaces potentielles. Je vous joins également un autre lien intéressant. Quels types d'attaques sont possibles si mon historique web est partagé publiquement? Là, vous voyez par exemple un lien avec Amazon où il y a beaucoup de paramètres dans ce lien. Et on vous dit, bien sûr c'est en anglais, mais on vous dit qu'il y aurait facilement beaucoup de choses qu'on pourrait connaître sur les utilisateurs, par exemple éventuellement les noms, les prénoms, s'ils sont passés dans l'URL, des éventuels jetons d'accès, etc., des dates. Et cela, bien sûr, pour une entreprise de publicité, ce serait très pratique. Je reviens donc sur
ma page, ce que l'on sait sur vous. On peut également savoir les scripts activés, par exemple parce que vous avez Flash. Si vous voulez jouer à des jeux en ligne qui utilisent Flash, eh bien forcément il faut un moyen de détecter si vous avez Flash installé et ainsi de pouvoir vous envoyer un message pour vous dire « Ah, il n'est pas installé, vous ne pouvez pas jouer, il faut l'installer ». On a également, là encore point important, les plugins, les extensions qui sont installées sur votre navigateur. Ici on a justement notre fameux Flash avec le nom du fichier en question, sa version, etc. Et puis, là, il y a un autre moyen de pistage dont on ne pense pas forcément, qui n'est pas lié aux adresses IP, mais qui est uniquement lié à ces données de navigateur dont je parlais avant. Par exemple, notre agent utilisateur, la langue, les couleurs, les ratios de pixels, résolution, fuseau horaire, etc. Do not track, diverses options en fait. Également ici, voilà, la langue encore. On a les polices d'écriture qui sont installées sur le système. Tout ça, n'importe quel site peut le récupérer parce que votre navigateur l'indique, encore une fois, dans un but ergonomique. Le problème, c'est que si on prend tout ça et qu'on fait une empreinte de tout cela, une empreinte simple, elle est juste en haut ici, vous pourrez la voir, celle-ci, cette empreinte va définir en fait tout ce qu'on a vu ici en une seule série de caractères et de chiffres, et peu importe. Et cette empreinte peut être utilisée ensuite pour vous pister, car il y a très certainement que vous qui détenez cette empreinte, que vous qui avez ce navigateur spécifique. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que si vous changez la langue de votre navigateur, eh bien forcément ça va changer votre empreinte et donc du coup vous serez automatiquement anonymisé par ce fait. Peu de personnes changent vraiment les options de leur navigateur, du moins dans un temps très court. Et ça veut également dire que si un site vous piste via votre empreinte, il peut voir que vous avez visité cette page, même si votre adresse IP change, même si d'autres paramètres qu'on a vus changent, si votre empreinte du navigateur reste la même, eh bien on vous piste à travers celle-ci et beaucoup de services de pistage, de publicitaires, etc. utilisent ce type de technique pour justement mieux vous cibler et éviter éviter c'est un grand mot, pour passer outre les modifications d'adresse IP que les internautes voudraient faire à juste titre. Alors vous pouvez voir, vous pouvez faire un test en fait, je l'ai mis le lien un petit peu plus bas, c'est sur Panopticlick ici, et lorsque vous appuyez sur le bouton pour tester, vous aurez un résultat comme celui-ci qui vous indiquera si votre navigateur à ce moment-là peut être pisté, notamment ici vous avez est-ce que votre navigateur vous protège? Non, et on vous dit votre navigateur a une empreinte unique. Ce qui voudrait donc dire que s'il enregistre mon empreinte, comme j'ai dit, si je change d'adresse IP ou peu importe, eh bien il peut me suivre juste grâce à mon navigateur. Voilà, donc voilà un petit peu le tour d'horizon par rapport à tout ça. Je ferai encore une autre vidéo pour expliquer plus en détail le pistage que l'on peut comprendre comme tout à fait ahurissant, du type j'ai rien tapé sur internet, j'ai pris toutes mes précautions, j'ai juste parlé de croquettes pour chiens et pourtant j'ai reçu des pubs. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on m'écoute? J'ai également une solution à ça, je voulais vous en parler dans une des prochaines vidéos. Je ne vais juste pas m'attarder dans celle-ci parce qu'elle prend déjà assez de temps, mais ça fait partie également de tous ces pistages. Donc pour revenir à cette vidéo, avant d'en finir, vous voyez également que Facebook, on peut savoir si vous êtes connecté, Google également, enfin maintenant il n'existe plus, mais bon bref. Et on a ici des chercheurs qui trouvent également des moyens de faire des cookies, des fameux fichiers cookies, qui ne sont pas supprimables, parce que on a le pistage, si vous voulez, par adresse IP, par empreinte de navigateur, par cookie éventuellement, et ça vous le savez sans doute déjà. Et l'idée de ce Ever Cookie, c'était, alors je crois que ça fonctionne plus à présent, mais l'idée c'était de créer des fichiers cookies, vous voyez, dans divers paramètres du navigateur également, dont ici on a le stockage local, stockage de session, il stocke également dans le cache, j'en ai parlé, les cookies, et dans plusieurs autres technologies comme Java, etc. Donc le fait d'utiliser ces diverses technologie à disposition, on peut réussir à créer une sorte de cookie qui ne se supprime pas, c'est-à-dire que si vous videz vos cookies, vous n'allez pas automatiquement vider votre cache, vous n'allez pas automatiquement vider les paramètres personnalisés de votre application, et donc sauf en réinitialisant tout votre navigateur, eh bien il y aura toujours un moyen de vous suivre. Donc vous voyez qu'il y a des pistages de données qui sont très avancés, qui font
qui font très peur en fin de compte, et qui sont vraiment là pour vous suivre le plus possible, malgré toutes les lois sur la protection de données que vous pouvez entendre. C'est pour ça que, au-delà même de se rassurer de ces lois, il faut savoir comment ça fonctionne pour bien s'en défendre, pour se dire ah donc si ça c'est possible, je vais du coup essayer, je sais pas, d'avoir un navigateur qui ressemble à tous les autres. Ça me permettra d'éviter l'empreinte. Et c'est exactement ce que Tor Browser fait. Vous avez un navigateur par défaut, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais la fenêtre s'ouvre avec une résolution donnée, avec une taille donnée. Ne la changez pas, tout le monde aura la même, et comme ça on ne pourra pas vous pister via votre navigateur. Ici, par rapport à ce Evercookie, si vous faites une réinitialisation de votre navigateur au lieu de simplement fermer votre fenêtre de navigation privée, vous aurez plus de chances d'éviter un pistage. Et bien sûr, via l'adresse IP pour faire les trois. Là, vous avez les réseaux VPN, par exemple, qui permettent de modifier votre adresse IP. Donc voilà un petit peu le contexte par rapport à tout ce pistage, par rapport à tout ça. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à ajouter des choses si j'en ai oublié ou à poser vos questions si j'ai mal précisé des choses. Je sais que je pars peut-être un petit peu vite. C'est parce que pour tout expliquer en même temps et assez rapidement, c'est assez difficile. Mais bref, du coup, je vous dis à très vite pour l'autre vidéo qui va vous faire d'autres révélations importantes et choquantes.